Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons aborder les généralités sur la neuroanatomie. Donc, à la fin de cette leçon, vous devriez être capable de définir la neuroanatomie, de citer les deux parties fonctionnelles du système nerveux, d'énumérer les deux grandes parties anatomiques du système nerveux, d'énumérer les différentes parties du système nerveux central, de citer les différentes parties du système nerveux périphérique, de nommer les 12 paires de nerfs crâniens, de citer les 5 faisceaux du système moteur extrapyramidal, d'énumérer les 2 voies sensitives, de citer les 3 voies sensorielles et enfin de citer 2 examens morphologiques privilégiés du système nerveux. Afin d'atteindre ces objectifs, la leçon se déroulera sur le plan suivant. Après un chapitre de généralité, nous aborderons successivement l'organisation macroscopique du système nerveux, l'organisation des nerfs, l'organisation microscopique du système nerveux, l'organisation fonctionnelle du système nerveux, l'organisation anatomique des différentes voies nerveuses. Avant de conclure, nous aborderons les moyens d'exploration et quelques applications cliniques. Conformément au plan annoncé, abordons la définition dans le premier sous-chapitre des généralités. Alors, qu'est-ce que c'est que la neuroanatomie? La neuroanatomie est l'étude anatomique descriptive du système nerveux. Le neurone, également appelé la cellule nerveuse, est l'unité fonctionnelle de base du système nerveux. Des êtres qui sont dotés du système nerveux, on les appelle les hématozoaires. Voilà. Donc cette définition suscite un intérêt qui va constituer le deuxième sous-chapitre des généralités. L'intérêt de l'étude anatomique du système nerveux est triple. Tout d'abord, il est physiologique. En effet, le système nerveux va constituer comme plusieurs rôles, notamment l'élaboration, l'intégration, la coordination des informations et des mouvements. Il est aussi le lieu de passage des principales voies motrices et sensitives. Ensuite, l'intérêt est pathologique. Le système nerveux peut être atteint de plusieurs pathologies. Nous mentionnons ici notamment les méningites, les accidents vasculo-cérébraux, l'abcès du cerveau, la maladie d'Alzheimer, l'épilepsie et les tumeurs du cerveau. Enfin, l'intérêt est thérapeutique. Ces maladies du système nerveux peuvent affecter la vie des patients. C'est la raison pour laquelle vous devriez connaître l'anatomie afin de participer efficacement à la prise en charge de ces pathologies. Afin de faciliter la compréhension de la leçon, faisons un rappel embryologique. Pour comprendre l'embryogenèse du système nerveux central, il faudrait se rappeler au stade tridermique de l'embryon où nous reconnaissons les 3 principales cavités. Ici, vous avez une coupe qui montre la structure schématique du disque didermique et des sacs embryonnaires. Ici, en 1, nous reconnaissons ici en 3 donc le cellum extra-embryonnaire. Ici en 2, nous avons la cavité vitelline. En 1, nous avons la cavité vitelline et en 1, nous avons la cavité amniotique. Nous disons bien la cavité amniotique. Et en 2, la cavité vitelline. Ces 3 cavités sont bordées par des tissus. Donc il s'agit des 3 tissus fondamentaux qui vont former les 3 couches de cellules. En effet, nous allons avoir l'ectoblaste, ici à ce niveau, l'endoblaste et le mésoblaste. Donc, ce sont l'ensemble des organismes du corps humain dérivent de ces 3 structures, de ces 3 feuillets embryonnaires. Il faudrait retenir que le système nerveux va dériver de l'ectoblaste. Donc, l'ectoblaste après un phénomène qu'on appelle l'induction neurale. Donc, l'ectoblaste va aboutir à la formation d'une plaque neurale que vous voyez ici. La plaque neurale
va se creuser d'une gouttière, donc une gouttière neurale. Et la gouttière neurale, par le rapprochement de ces deux lèvres, va constituer ce qu'on appelle le tube neural, avec une dérivée spéciale que nous voyons entre l'ectoplasme et le tube neural, qui est la crête neurale. Donc, le tube neural va passer par plusieurs stades, notamment le stade de 3 vésicules. Ici, vous avez une vue latérale de ces 3 vésicules. Nous reconnaissons le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale, avec les neuropores antérieurs à ce niveau. Par division successive du prosencéphale et du rhombencéphale, on aboutit au stade de 5 vésicules. Ici, vous avez une vue latérale. Donc, le prosencéphale va donner le télencéphale et le diencéphale. Le mésencéphale ne se différencie pas, il va rester lui-même. Le rhombencéphale, lui, il va donner le métencéphale et le myélencéphale. Donc, de ces 5 vésicules découle l'ensemble des structures du système nerveux central. En effet, le télencéphale va donner le futur cerveau. Donc, le futur cerveau, le diencéphale va donner le diencéphale, son nom originel. Le métencéphale va donner l'étage supérieur du tronc cérébral, qu'on appelle les pédoncules cérébraux. Le métencéphale, quant à lui, il va donner le pont. Le pont, vers le 45e jour du développement embryonnaire, il va apparaître au niveau de la partie postérieure du métencéphale, un bourgeon qui donnera naissance au cervelet. Le myélencéphale va donner naissance à la moelle allongée, l'étage inférieur du pont. Et la partie caudale du tube neural va donner naissance à la moelle spinale. Donc, ces considérations générales vont nous permettre d'aborder le deuxième chapitre de la leçon intitulé « Organisation macroscopique du système nerveux ». Du point de vue anatomique, le système nerveux présente 2 parties, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Ici, vous avez une vue latérale droite qui nous montre les 2 parties du système nerveux du point de vue anatomique. Ici, dans la boîte crânienne, vous avez le système nerveux central, une partie du système nerveux central qui va constituer l'encéphale, et dans le canal vertébral, vous avez la deuxième partie qui est la moelle allongée. Donc, concernant le système nerveux central, donc le système nerveux central constitue l'axe cérébro-spinal. Le système nerveux central va représenter l'ensemble des structures contenues dans la boîte crânienne et dans le canal vertébral. Il est composé de l'encéphale et de la moelle spinale. Ici, vous avez une vue dorsale qui nous montre le système nerveux central. Nous reconnaissons dans la boîte crânienne l'encéphale. Et dans le canal vertébral, nous reconnaissons la moelle spinale. Ici, vous avez une vue latérale droite associée à une coupe sagittale des vertèbres. Nous reconnaissons dans la boîte crânienne le système, nous reconnaissons dans la boîte crânienne ce qu'on appelle l'encéphale et dans le canal vertébral la moelle spinale. Donc, pour plus de détails, nous allons parler un peu plus de ce que c'est que l'encéphale. Donc, l'encéphale, du point de vue anatomique, va regrouper 3 éléments. Donc, l'encéphale va regrouper le cerveau, ici que vous voyez ici, le cerveau en coupe sagittale. Et la deuxième partie de l'encéphale, c'est le tronc cérébral. Le tronc cérébral est la 3e structure anatomique qui participe à la formation de l'encéphale et le cervelet. Donc le cervelet, encore appelé le petit cerveau. Il ne faudrait pas confondre l'encéphale au cerveau. Beaucoup de gens croient que l'encéphale est égal au cerveau. Non, le cerveau est une partie de l'encéphale. Vous retenez que l'encéphale est constitué de 3 éléments, le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet.
Donc la deuxième partie du système nerveux central, c'est la moelle spinale. Donc la moelle spinale que vous voyez sur cette vue latérale, donc vous reconnaissez la moelle spinale dans le canal vertébral. La moelle spinale, c'est une masse de tissu nerveux. Il est situé dans le canal vertébral. Il prend origine à partir de la naissance de la première racine cervicale. Donc à ce niveau, donc la moelle spinale va prendre naissance juste après la naissance de la première racine cervicale. Elle va se terminer au niveau de LD. Donc cela explique pourquoi quand vous recevez un malade en urgence pour des problèmes chez qui vous suspectez une méningite ou pour autre cause, si cette cause nécessite de prélever le liquide cérébrospinal, il ne faudrait pas piquer au-dessus de L2, sinon vous allez abîmer la moelle spinale avec ses racines. Donc cela nous amène à parler du système nerveux périphérique. Donc le système nerveux périphérique est constitué des nerfs et des ganglions. Son rôle principal, c'est de relier le système nerveux central, c'est-à-dire l'encéphale et la moelle spinale, aux récepteurs et effecteurs de l'organisme. Tout d'abord, intéressons-nous aux nerfs. Donc les nerfs, il en existe deux types. Nous avons les nerfs crâniens qui sont en contact de l'encéphale et les nerfs spinaux qui émergent de la moelle spinale. Donc les nerfs crâniens sont en contact de l'encéphale, c'est-à-dire que les nerfs crâniens vont émerger de l'encéphale, plus précisément du tronc cérébral. Donc ici, vous avez une vue ventrale du tronc cérébral qui nous montre les origines apparentes des différents nerfs crâniens. Les nerfs crâniens sont au nombre de 12 paires, c'est-à-dire au niveau de chaque partie, des deux parties du tronc cérébral, nous avons la naissance d'une paire de nerfs crâniens. Les deux premières paires de nerfs crâniens sont le nerf olfactif que vous voyez ici. Le deuxième nerf, la deuxième paire crânienne est le nerf optique. Donc vous voyez ici les deux nerfs optiques. Les 10 dernières paires de nerfs crâniens sont le nerf olfactif, sont le nerf oculomoteur, donc le 3, le nerf trochléaire, le 4, le nerf trijumeau, le 5, le nerf abducens, le 6, que vous voyez là, le nerf facial, le 7, et un autre nerf qui n'est pas compté, il s'agit du nerf intermédiaire, donc le nerf intermédiaire de Brisberg. Ici, vous avez la 8e paire crânienne qui est le nerf vestibulo-cochléaire. Certains anatomistes appellent ce nerf le nerf auditif. Donc vous avez la 10e paire, la 9e paire crânienne qui est le nerf glossopharyngien, la 10e paire crânienne qui est le nerf vague, le plus grand nerf parasympathique de l'organisme, et vous avez la 12e paire crânienne qui est le nerf hypoglosse. Donc concernant les nerfs spinaux vont émerger de la moelle spinale par des racines. Ici, nous avons une coupe de la moelle spinale. Nous reconnaissons la partie ventrale avec la fissure médiane ventrale, la corne ventrale, la corne dorsale. Par rapport à la constitution, vous retenez que les nerfs spinaux vont émerger par deux racines. Ici, vous avez la racine ventrale et là, vous avez la racine dorsale. Ce sont ces deux racines qui vont s'anastomoser, c'est-à-dire qui vont s'unir pour donner naissance au nerf spinal. Comme je disais tantôt, les nerfs spinaux vont émerger de la moelle spinale. Donc ici, c'est une vue latérale qui nous montre l'ensemble des nerfs spinaux, leur émergence de la moelle spinale. Donc les nerfs spinaux sont regroupés pour former ce qu'on appelle les plexus. Donc c'est un regroupement de nerfs qui fait ce regroupement va donner naissance à ce qu'on appelle les plexus. Au niveau de l'organisme, on distingue plusieurs plexus, notamment le plexus cervical
Ce plexus cervical est formé par les branches ventrales de C1 à C4. Ce sont des nerfs qui sont destinés à la vascularisation, à l'innervation. Ce sont des nerfs qui sont destinés à l'innervation du cou. Ensuite, nous avons le plexus brachial. Le plexus brachial est un des plus importants de plexus. Le plexus brachial est formé par les rameaux ventraux des nerfs spinaux C5 à TH1. Donc c'est le plexus brachial qui va donner beaucoup de branches qui vont assurer l'innervation sensitive et motrice du membre thoracique. Ensuite, nous avons les nerfs du tronc. Les nerfs du tronc ne forment pas de plexus. Ils vont innerver le thorax et l'abdomen. Le dernier grand plexus de l'organisme, c'est le plexus lombosacral. Le plexus lombal est formé par l'union des racines des rameaux ventraux de L1 à L4. Donc voici une vue antérieure qui nous montre les branches, les rameaux qui vont former le plexus brachial, c'est-à-dire les rameaux ventraux de C5, C6, C7, C8 et T1. Donc ces différents rameaux vont s'unir en formant les différents faisceaux, le tronc supérieur d'abord, le tronc moyen et le tronc intermédiaire. De ces trois troncs naissent trois faisceaux, le faisceau latéral, le faisceau postérieur par rapport à une artère qui est l'artère axillaire et le faisceau médial. Donc de ces faisceaux naissent les 7 branches terminales du plexus, le plexus brachial que nous verrons dans une leçon dédiée à cela. Donc ici, vous avez une vue ventrale qui nous montre le plexus lombosacral. Comme je disais, le plexus lombosacral, on peut le subdiviser en deux plexus. Le plexus lombal, qui est formé par les rameaux ventraux de L1 à L4. Donc vous voyez ici L1, la racine L1, la racine L2, la racine L3, la racine L4. Donc ce sont ces quatre racines qui vont s'anastomoser, qui vont s'unir afin de former le plexus lombal. Donc avec les différents nerfs que vous connaissez, hein, les nerfs ilio-hypogastriques, les nerfs ilio-inguinal ici, donc le nerf cutané latéral de la cuisse, le nerf génito-fémoral et le nerf obturateur. Donc nous avons enfin le plexus sacral. Donc le plexus sacral est formé par, ici là vous voyez non, ici regardez bien le sacrum, lorsqu'il est là, le sacrum au milieu, et vous voyez le foramen sacro antérieur. Donc là, à travers ce foramen naissent des rameaux ventraux, sortent plutôt des rameaux ventraux de L4, de L5, de S1, de S2 et de S3. Donc ce sont ces rameaux qui vont former le plexus brachial. Donc le plexus brachial va innerver les muscles pelviens. Donc la deuxième partie du système nerveux périphérique est représentée par les ganglions. Les ganglions, ce sont des organes arrondis du système lymphatique. Ils vont assurer principalement comme rôle la filtration de la lymphe. Du point de vue classification, on distingue des ganglions qui constituent la partie sensitive du nerf périphérique et des ganglions qui vont émerger des nerfs crâniens, ainsi que des ganglions du système nerveux végétatif. Donc ici, vous voyez une coupe de la moelle avec les deux racines. Vous reconnaissez la racine ventrale, la racine dorsale avec les ganglions spinales. Donc, et ici, vous avez un ganglion qui appartient au système nerveux viscéral. Donc, après l'étude de l'organisation macroscopique du système nerveux, nous allons parler de l'organisation des nerfs, tout en commençant par la fonction. Donc, les nerfs vont jouer un rôle important dans le fait qu'ils vont permettre de mettre en communication le cerveau et les restes du corps humain. Ces nerfs vont assurer la transmission des informations au cerveau et ces nerfs-là constituent ce qu'on appelle les nerfs sensitifs. Ils vont assurer également la transmission de l'information du cerveau vers
les effecteurs. Donc le muscle moteur est responsable, tel que la mise en mouvement volontaire de l'articulation comme le bras. Donc du point de vue fonctionnel, on distingue le nerf sensitif et le nerf moteur. Donc le nerf sensitif constitue ce qu'on appelle la voie afférente. Ils vont apporter l'information au cerveau. Nous distinguons également les nerfs moteurs ou la voie efférente. Donc ces nerfs qui vont commander la motricité depuis le système nerveux central vers les effecteurs. Et le troisième groupe des nerfs, ce sont les nerfs mixtes qui sont à la fois des nerfs sensitifs et des nerfs moteurs. Donc nous abordons dans le 4e chapitre de la leçon l'organisation microscopique du système nerveux. Donc le système nerveux est composé de deux types de cellules, les neurones et les cellules gliales. Donc les neurones vont constituer la partie active du système nerveux central, c'est-à-dire c'est cette partie où on va voir la transmission et le traitement des signaux. La deuxième partie du point de vue microscopique du système nerveux est constituée par les cellules gliales. Ces cellules gliales assurent comme fonction le support, c'est-à-dire la protection, le métabolisme et le recyclage. Ici, vous avez une vue d'un neurone qui est l'unité fonctionnelle du système nerveux. Donc, vous reconnaissez le corps du neurone, le corps cellulaire. Là, vous avez des prolongements qu'on appelle les dendrites, qui sont des prolongements cellulipèdes reliant les neurones. En 3, vous avez ici l'axone ou encore le cylindroaxe, qui constitue un prolongement cellulifige, qui va assurer la conduction de l'influx nerveux. Et là, entre l'axone, vous voyez des ponts qui vont constituer en fait une structure très importante dans la transmission de l'information qui est représentée par la gaine de myéline. Donc, nous allons parler maintenant de la synapse. Donc, la synapse, ici, vous voyez une représentation schématique d'une synapse. Une synapse est constituée, en fait, c'est un lieu de transfert d'informations interneuronales ou entre neurones et cellules cibles telles que le muscle. Les trois parties d'une synapse sont la terminaison présynaptique que vous voyez ici. C'est la partie renflée en bulbe. Vous avez la deuxième partie qui est la fissure synaptique. Et la troisième partie, c'est la surface postsynaptique. Voilà, donc vous retenez ces trois parties, vous connaissez bien ces trois parties, vous les avez déjà vues en terminale. Donc le rappel est pédagogique, donc vous retenez ça, les trois parties d'une synapse, la terminaison présynaptique, la fissure synaptique et la surface postsynaptique. Retenez qu'il existe plusieurs centaines de synapses pour un même neurone. Donc ces synapses vont assurer deux types de transferts, donc deux types de transferts d'informations entre deux neurones. Il y a d'abord le transfert direct d'un neurone à l'autre. On parlera dans ce cas de synapses électriques. Un autre type de transfert, c'est le transfert via des neuromédiateurs, donc des neuromédiateurs chimiques qui sont libérés dans la fente intersynaptique. Donc, ce genre de synapse constitue la synapse chimique. Donc, en fonction du type de neuromédiateur sécrété, nous allons avoir plusieurs types de neurones, des neurones en système neuronal dopaminergique. Donc, il s'agit là de la sécrétion de la dopamine. Vous avez aussi les neurones en système neuronal noradrénergique qui va sécréter de la noradrénaline. Nous avons également de la sérotoninergique, donc qui va sécréter de la sérotonine. Et les neurones en système cholinergique, il s'agit ici de la sécrétion de l'acétylcholine.
Donc ici, du point de vue microscopique du système nerveux, je vous montre ici une courbe transversale de la moelle qui montre les substances grises et blanches. Donc vous reconnaissez ici les deux couches, la substance grise au milieu et la substance blanche qui entoure la substance grise. Voilà. Donc la substance blanche va constituer les fibres nerveuses, les axones, les dendrites. Et pourquoi on les appelle la substance blanche? Elle doit son nom à sa couleur et à la présence de la myéline. Sa principale fonction, c'est la transmission des informations. Concernant la substance grise, elle regroupe le corps cellulaire des neurones, des noyaux. Sa fonction principale est le traitement des informations. Donc, nous allons à présent parler de l'organisation fonctionnelle du système nerveux. Donc, nous parlerons dans ce chapitre du système nerveux de la vie de relation et du système nerveux végétatif ou autonome. D'un point de vue fonctionnel, le système nerveux est composé de deux voies. Il y a la voie sensitive, la voie ascendante ou encore la voie efférente. Et il y a la voie motrice, la voie descendante ou la voie efférente. Donc ici, vous reconnaissez l'organisation générale du système nerveux central avec l'encéphale constitué du cerveau, du tronc cérébral et du cervellaire et la moelle spinale avec ses deux renflements. Donc, vous avez ici les voies qui sont en fait la voie motrice, donc qui va descendre, donc quitter le système nerveux central vers un effecteur. Bon, cet effecteur peut être le cœur, la peau ou le muscle. Donc, en revanche, il y a aussi la voie sensitive qui va apporter l'information. Ici, vous avez la peau, donc pour tout ce qui concerne la sensibilité tactile épicritique, donc l'information va remonter jusqu'au cerveau en apprêtant bien sûr la moelle spinale. Donc la voie sensitive. La voie sensitive est composée de fibres nerveuses qui vont transmettre le flux nerveux sensitif provenant des récepteurs sensoriels vers le système nerveux central. Ce récepteur sensoriel ou autre peut être le cœur, la peau ou le muscle comme je disais. Donc, elles vont renseigner le système nerveux central sur les événements se déroulant à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisme, tels que par exemple les variations de pression artérielle, la température centrale, le bruit, la vision d'objets, etc. La voie motrice est composée de fibres nerveuses qui vont transmettre l'influx nerveux provenant du système nerveux central vers les organes effecteurs tels que le muscle. Donc vous voyez pour la commande, le rythme cardiaque automatique, donc l'influx nerveux va cheminer pour arriver au cœur, pour la peau, la dilatation, pour les musculaires, l'influx nerveux arrive depuis le système nerveux central jusqu'au muscle. Donc nous avons les voies somatiques qui vont assurer la commande volontaire et l'innervation musculaire, notamment des muscles squelettiques. Et dans ce cas, on parlera du système nerveux somatique. Il y a aussi les voies végétatives qui vont permettre la commande involontaire en innervant les muscles lisses tels que le muscle cardiaque et les glandes. Donc on parle de système nerveux végétatif ou autonome. C'est en un mot, ce sont des mouvements qu'on ne contrôle pas qui se déroulent tout seuls au sein de l'organisme. Donc dans le 6e chapitre, nous allons aborder l'organisation anatomique des différentes voies nerveuses. Donc les différentes voies nerveuses, nous avons d'abord les voies motrices. Les voies motrices sont de deux types. Il y a les voies pyramidales qu'on appelle également la motricité volontaire et les voies extra-pyramidales pour la motricité involontaire. Les voies motrices, notamment les voies pyramidales, motricité involontaire, ici c'est une vue générale qui nous montre l'organisation de la voie motrice volontaire. Donc vous reconnaissez la coupe du cerveau, une vue antérieure du tronc cérébral avec ses 3 étages, le mésencéphale, le pont,
la moelle allongée et ici vous avez une coupe transversale de la moelle. Vous voyez qu'il y a plusieurs fils, ce sont l'information l'information qui va descendre depuis le cortex pour nous permettre de réaliser les différents mouvements. Comme par exemple, vous êtes en train d'écrire maintenant, donc l'information descend depuis le cerveau pour donner l'ordre au doigt d'écrire, de se mettre en mouvement. Si vous parlez, c'est pareil, l'information doit descendre du cerveau pour aller vers les organes impliqués dans la parole. Donc c'est ça, je vais mieux vous expliquer ce schéma quand on aura vu la voie motrice principale. C'est une leçon qu'on verra ensemble. Donc, les voies motrices, comme je disais, en plus de la voie motrice principale, il y a les voies extra-pyramidales. Donc, les voies extra-pyramidales vont assurer ce qu'on appelle la motricité involontaire. Donc, tout ce que nous faisons de façon involontaire en termes de mouvement passe par ces voies-là, appelées les voies extra-pyramidales. Il y a 5 faisceaux qui sont impliqués dans ces voies extra-pyramidales. Tout d'abord, il y a le faisceau rubrospinal. Donc ici, vous voyez une vue. Donc c'est une vue antérieure du tronc cérébral avec le mésencéphale, le pont, la moelle allongée et la coupe de la moelle spinale. Le faisceau rubrospinal. Donc le faisceau rubrospinal, n'ayez pas peur, c'est-à-dire que c'est le faisceau qui part du noyau rouge et qui arrive au niveau de la moelle spinale, donc le faisceau rubrospinal. Donc ce faisceau rubrospinal, vous voyez ici le noyau rouge qui est là au niveau du mésencéphale, il va descendre, va cheminer tous les étages du tronc cérébral et il viendra au niveau de la moelle spinale. En fait, il part du noyau rouge et suit un trajet parallèle au faisceau corticospinal latéral, intervient dans la motricité et la coordination d'un grand muscle distaux des membres thoraciques. Donc le noyau rouge ne reçoit aucune afférence du système des ganglions de la base. Il est lié au système cérébelleux. Voilà, nous allons voir ça, nous allons détailler ça au cours de la leçon portant sur les voies cérébelleuses. Donc le premier faisceau des voies extra-pyramidales, c'est le faisceau rubrospinal. Donc le faisceau qui va relier le noyau rouge à la moelle allongée. À la moelle spinale. Donc le deuxième faisceau des voies extra-pyramidales, c'est le faisceau vestibulo-spinal. Donc ce faisceau vestibulo-spinal, donc vous le voyez là, il est là. Donc ce faisceau vestibulo-spinal, il est impliqué dans le contrôle de l'équilibre. Voilà, donc vous retenez ça. Le troisième faisceau, ce sont les faisceaux réticulo-spinal. Donc le faisceau réticulo-spinal, il en existe 2. Le premier est pontique à ce niveau, c'est-à-dire qu'il provient du pont. Il active les réflexes antigravitaires, c'est-à-dire le maintien de la stature érigée. Le second est médulaire ou bulbaire. Donc vous voyez, le second faisceau du faisceau réticulo-spinal, il est bulbaire. Il libère les réflexes gravitaires, ce qui fluidifie le mouvement. Donc, nous avons le quatrième faisceau qui appartient aux voies extra-pyramidales, c'est le faisceau olivo-spinal. Donc ici, vous voyez ici l'olive bulbaire au niveau de la face ventrale de la moelle allongée. Le faisceau olivo-spinal part de l'olive bulbaire à la moelle spinale. Voilà, donc son origine se trouve au niveau de l'olive. Le dernier faisceau de voies extra-pyramidales, c'est le faisceau tectospinal. Donc ce faisceau tectospinal est aussi appelé colliculospinal. Donc colliculospinal, ce faisceau-là est impliqué dans le mouvement réflexe de la tête et du cou.
Concernant les voies sensitives, on en distingue deux. Il y a les voies léniscales, c'est-à-dire tout ce qui concerne les sensibilités épicritiques, telles que la sensibilité du tact fin et la proprioceptive consciente. C'est-à-dire la position des articulations dans le temps et dans l'espace. Donc le cerveau est informé de tout cela grâce aux voies léniscales. La deuxième voie, c'est ce qu'on appelle la voie spinothalamique ou la voie extra-léniscale. Donc, nous allons à présent parler des différentes voies sensorielles. Donc, vous retenez comme voies sensorielles les voies olfactives, les voies optiques assurées par le nerf optique, les voies auditives et les voies gustatives. Plusieurs nerfs vont intervenir dans les voies gustatives. L'anatomie du système nerveux connu, nous pouvons à présent aborder les moyens d'exploration et quelques applications cliniques. Commençons par les moyens d'exploration. Nous avons vu en première année que l'anatomie, les moyens d'étude de l'anatomie étaient des moyens d'observation directe. Donc vous allez apprendre ça plus tard en 3e, 4e année. On vous parlera de l'examen physique, c'est la même chose. Donc ce sont les moyens d'observation directe de l'anatomie. Donc on va vous parler de l'inspection, de la palpation, de la percussion, de l'auscultation, de la mensuration, etc. Donc ce sont ces moyens qui vont permettre d'explorer de façon directe, d'une manière générale, le système nerveux central. Donc par l'inspection, on peut voir s'il y a une partie du corps qui ne bouge pas. Donc le malade n'arrive pas à mouvoir une partie de son corps. Vous pouvez voir ça à l'inspection, vous palpez, ça pour voir soit une faiblesse musculaire, parce qu'il y a plus de transmission qui se fait normalement du système nerveux central jusqu'aux muscles. Vous faites aussi la percussion, l'auscultation. Bon. Il y a aussi la mensuration. Donc, ce sont les moyens qui vont vous permettre de détecter certaines pathologies du système nerveux central et même périphérique. Donc, ces moyens, comme vous le savez, ne sont pas tout le temps suffisants. C'est la raison pour laquelle il faudrait aussi associer les méthodes d'observation indirecte. Les méthodes d'observation indirecte que nous avons vues en première année, on va remplacer cette appellation par des examens complémentaires. Donc en 3e année, on parlera de ça, des examens complémentaires. Donc l'un des examens complémentaires qui permet de mieux évaluer le système nerveux central, c'est le scanner. Donc le scanner ou la tomodensitométrie. Donc ici, vous voyez bien, donc, il y a une coupe là, donc une coupe sagittale qui vous montre les éléments de l'encéphale. Donc vous reconnaissez le cerveau ici. Vous avez le tronc ici avec le mésencéphale, le pont, la moelle allongée et derrière le pont, derrière le tronc cérébral. Donc vous avez la 3e partie de l'encéphale qui est le cervelet. Voilà. Et là, vous voyez la partie là, donc la partie haute de la moelle spinale. Donc, c'est un examen quand vous suspectez une pathologie chez un malade. Donc, vous demandez après l'examen les méthodes d'observation directe qu'on appelle l'examen physique. Donc, vous réalisez les méthodes d'observation indirecte ou encore des examens complémentaires. Donc, l'examen le plus performant pour évaluer le système nerveux central, c'est l'imagerie par résonance magnétique, qu'on appelle IRM. Donc, ici, vous voyez une coupe horizontale, donc il nous montre les différentes parties du cerveau. Voilà. Donc ici, vous avez une coupe sagittale qui nous montre une imagerie par résonance magnétique, coupe sagittale de la moelle. Donc vous reconnaissez la moelle dans le canal vertébral, les corps vertébraux, les processus épineux. Donc il y a un autre examen très important en neurologie qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Donc l'électroencéphalogramme, j'ai inséré cette petite vidéo. Si on arrive à la jouer, ça serait très importante. Écoutez bien. Oh bon, je suis désolé, ça n'arrive pas. Donc, en tout cas, c'est l'électroencéphalogramme qui va enregistrer l'activité des différentes cellules du cerveau. Donc, ces moyens d'observation directs et indirects permettent de poser la plupart des maladies du système nerveux central.
Nous en aborderons quelques-unes dans ce chapitre. Comme maladie du système nerveux central, nous avons la maladie d'Alzheimer. Cette maladie va entraîner la perte progressive de la mémoire et des fonctions cognitives. Ensuite, nous avons une autre maladie qui est l'épilepsie. Donc l'épilepsie, c'est une maladie qui va se traduire par des crises convulsives et récurrentes. Et enfin, nous avons la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson qui va impliquer les noyaux gris centraux, notamment les systèmes nerveux striés. Cette maladie va entraîner des tremblements, de la rigidité musculaire et des troubles de mouvement. Ne vous inquiétez pas, vous verrez ces pathologies-là avec le professeur de neurologie. Donc ça, c'était une petite vidéo, mais avec le système d'enregistrement, je ne pense pas qu'on pourra la jouer. Voilà, parfait. Avec l'âge, de nombreuses personnes peuvent remarquer des troubles de leur mémoire et de leur faculté intellectuelle. Au début, ces changements sont si subtils qu'ils sont seulement attribués au vieillissement normal. Et c'est une possibilité. Cependant, il est également possible qu'il s'agisse des tout premiers symptômes. La maladie d'Alzheimer est la forme de démence la plus répandue et représente 60 à 80% de tous les cas de démence. Rien qu'en France, on estime en moyenne qu'une personne développe la maladie d'Alzheimer dans les 2 minutes et demie. Au stade précoce, les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer peuvent remarquer que les tâches quotidiennes sont difficiles à exécuter. Les symptômes précoces typiques de la maladie d'Alzheimer que vous pouvez remarquer sont des troubles de mémoire de plus en plus importants, des difficultés à progresser, une confusion en rapport avec le temps et le lieu, des difficultés à gérer l'argent, payer les factures, des changements d'humeur, de personnalité ou de jugement, des difficultés à raconter les objets que vous avez. Les symptômes de la maladie d'Alzheimer résultent d'une atteinte lente et continue de différentes parties du cerveau. Cette atteinte est le résultat de processus distincts qui se produisent dans le cerveau de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Un processus implique une protéine appelée bêta-amyloïde et l'autre implique une protéine appelée tau. Dans le premier de ces processus, la protéine bêta-amyloïde circule dans le cerveau, puis cela peut commencer jusqu'à 20 ans sur les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. Tous les cerveaux produisent la protéine bêta-amyloïde, mais chez les personnes en bonne santé, elle est éliminée dans le corps avant qu'elle ne puisse devenir visible. Dans le cerveau des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, la protéine bêta-amyloïde circule et forme des plaques. Avec le temps, ces plaques se forment aux différentes régions du cerveau qui sont responsables de l'apprentissage de la mémoire ainsi que de l'horloge. Le second processus qui implique les protéines commence 15 ans avant les premiers signes de la maladie. La protéine 3 est définie dans le cerveau. Cependant, chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, la protéine tau est forme des environnements cellulaires. À la fin, les processus impliquant les protéines bêta-amyloïdes peuvent porter atteinte aux cellules nerveuses. À mesure que cette atteinte affecte une région du cerveau, une après l'autre, elle conduit à la survenue de symptômes que vous connaissez. La maladie d'Alzheimer évolue rapidement, entraînant l'aggravation des symptômes et peut finalement conduire au décès. Des études suggèrent cependant que le diagnostic et l'intervention précoce peuvent potentiellement ralentir la progression de la maladie et protéger le cerveau d'une atteinte plus importante. De plus, un diagnostic précoce permet d'envisager la participation à une étude clinique qui évalue un nouveau traitement. Aujourd'hui, les médecins disposent d'outils pouvant faciliter le diagnostic de la maladie d'Alzheimer au stade précoce, notamment des tests de laboratoire, des tests réguliers des entretiens. Pour savoir si vous avez une maladie d'Alzheimer, votre médecin peut prescrire un examen d'imagerie, un PET scan capable de détecter les plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau. Votre médecin peut aussi demander une analyse de liquide céphalopathologique pour rechercher la présence de quantités énormes des protéines bêta-amyloïdes et tau. Le liquide céphalopathologique est un liquide transparent et on peut le retrouver à l'intérieur du cerveau tel que l'on ne voit pas. Actuellement, seul traitement approuvé pour la maladie d'Alzheimer cible les symptômes plus avancés de la maladie. Des efforts sont toutefois pour développer des traitements qui, s'ils sont approuvés,
Voilà, donc ça c'était par rapport à la maladie d'Alzheimer. Donc je vais jouer cette vidéo qui va parler de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson a été décrite par James Parkinson en 1817. Cette pathologie va intéresser le système nerveux central et plus particulièrement les neurones de la substance molle, une structure neurologique foncée dans la zone centrale de notre cerveau. À ce niveau, on y trouve des neurones qui sécrètent neurotransmetteurs, la dopamine. Cette dernière est un messager chimique indispensable pour transmettre les informations entre les neurones qui contrôlent certaines fonctions du corps et notamment les fonctions motrices. En effet, entre chaque neurone, nous avons des synapses. C'est un mince espace où les neurones peuvent communiquer via des messagers chimiques que l'on appelle neurotransmetteurs. Dans la maladie de Parkinson, les neurones qui produisent la dopamine vont disparaître progressivement, donnant lieu à des conséquences parfois très handicapantes. Cette pathologie neurodégénérative concerne environ 1% des patients âgés de 65 à 70 ans. Comment se manifeste la maladie de Parkinson? C'est une maladie neurologique évolutive, c'est-à-dire que les symptômes s'installent progressivement et vont s'intensifier. Ils peuvent être très lourds et de l'histopathie, mais nous avons uniquement 4 patients. Il y a tout d'abord les tremblements de dos. Le plus souvent, l'un est d'un seul côté, mais contrairement aux idées reçues, ne sont pas systématiquement présents. Nous concernons 2 Parkinsoniens sur 3. Il y a l'akinésie, bradykinésie. C'est une diminution ou un ralentissement des mouvements qui peut être partiel ou aller jusqu'à l'immobilité totale. Cela peut engendrer des troubles de la déglutition, une réduction du tonus, ce qui rend le visage inexpressif. La rigidité musculaire, elle se caractérise par une réserve musculaire qui résulte d'un tonus excessif. L'étirement est souvent lourd. Elle porte essentiellement sur les muscles fléchisseurs, ce qui peut des patients de maladie de Parkinson. On parle de camptochondrie. Il y a également les troubles posturaux avec une altération de l'équilibre et de la coordination, ce qui peut fortement aider les patients durant la marche et les activités quotidiennes avec un risque de chute. Il faut noter que la maladie de Parkinson a de très nombreuses expressions différentes au niveau des symptômes. Chaque patient a différents signes de la maladie, dont des intensités qui sont variables. Quelles sont les causes de cette maladie? La cause exacte de la maladie de Parkinson est inconnue. Elle serait d'origine multifactorielle, avec la mise en jeu de facteurs génétiques et environnementaux. L'incidence de la maladie est plus importante dans les pays industrialisés, ainsi que dans les populations au contact de métaux, de solvants organiques, des pesticides, etc. Diagnostic et traitement de la maladie de Parkinson. Le diagnostic et le traitement interviennent 4 grandes phases dans l'évolution de la maladie. La première, c'est le diagnostic. Le patient peut devant des symptômes anormaux, associés ou non à d'autres signes. Devant une forte suspicion de la maladie et après avoir étudié le diagnostic différentiel, c'est-à-dire toute une maladie semblable dans le symptôme, le neurologue placera son patient sous un traitement dopaminergique test. En cas d'amélioration des symptômes, le diagnostic de maladie de Parkinson sera effectué. La deuxième phase vient après le diagnostic. C'est la phase d'équilibre thérapeutique. Un traitement équilibré. Dopaminergique. Les symptômes restent présents, mais les patients vivent quasiment normalement. Le réalisme du traitement est souvent nécessaire. Même si les patients ne sont pas la maladie continue d'évoluer durant cette période. Ce qui nous amène à la troisième phase, l'éconification progressive. Les traitements dopaminergiques vont entraîner une perturbation de la motricité, différents des symptômes
tout en limitant ses effets secondaires. À ce stade, on parle de phase on, de traitement bien, et de phase off, des symptômes qui sont traités. Enfin, après des années d'évolution de la pathologie, le patient entre dans la phase avancée de la maladie avec des troubles axiaux comme les troubles d'équilibre associés à la déglutition, des problèmes cognitifs. Ce sont souvent ces troubles qui vont conduire secondairement au décès du patient avec une fracture complexe suite à une chute, des fausses routes dues à des troubles de la déglutition, des infections sévères, etc. L'évolution de la maladie est variable d'un individu à un autre, voire quelques années à 15, 20 ans. Durant cette évolution, un accompagnement médical en kinésithérapie est important afin de réajuster les traitements, d'éviter les douleurs et de maintenir un maximum d'autonomie chez le patient en faisant pratiquer des étirements, le renforcement musculaire, des activités de type cardio, etc. Pour un continuer avec le traitement, certains patients éligibles par leur âge et les symptômes de la maladie se voient proposer un impulse cérébral visant à stimuler le mode dopaminergique pour avoir une sécrétion en dopamine plus naturelle. Cette technologie consiste à fixer un implant cérébral en lien avec des neurones dopaminergiques et grâce à des impulsions électriques, ces derniers vont être stimulés et sécréter de la dopamine. L'objectif de la stratégie thérapeutique n'est pas de guérir la maladie, car à ce jour, il n'y a aucun moyen de soigner la maladie de Parkinson, mais c'est d'agir en limitant autant que possible les symptômes et pour retarder la perte d'autonomie. Voilà pour cette vidéo, j'espère que si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore. Donc, après la maladie de Parkinson, je vais jouer la vidéo qui va vous résumer une pathologie très fréquente dans notre contrée qui est l'épilepsie. Alors l'épilepsie d'abord, c'est une maladie. C'est important parce que souvent on parle de crise d'épilepsie, on parle d'épileptique, alors que ce sont des personnes qui souffrent de maladies chroniques qu'on appelle l'épilepsie. J'y reviendrai, ça a des conséquences parce que on restreint trop l'épilepsie aux crises d'épilepsie. Alors ce n'est pas que ça. C'est vrai que les crises sont des symptômes de l'épilepsie. Il n'y a pas de physique. L'épilepsie se caractérise en effet par le fait que le cerveau, son électrique, peut faire des crises cérébrales qui vont amener la personne en fond de son souffle à ne plus se contrôler, à perdre ses symptômes. Le cerveau ne sait pas les crises compulsives, ça existe, ça peut être soit et donc, c'est d'empêcher c'est pas dans ça qu'on est pas on est un peu crise, en tout cas, si la personne bien son ne fera pas de un médecin, il aura une épilepsie, il fera la suite. Et là, ça peut être des forces politiques, les troubles de mémoire, parfois des troubles plus élaborés, comme l'épilepsie, et des troubles psychiatriques. Il faut savoir que la dépression, c'est 50% des l'anxiété, c'est très fréquent. Il faut que 75% des patients épisodes psychotiques durent tout ça pour dire que il faut arrêter l'épilepsie, donc crise d'épilepsie. L'épilepsie, qui est une maladie chronique, avec des traitements une prise en charge thérapeutique des crises. Alors souvent, comme je le disais, c'est ça qu'on connaît bien, c'est ça qu'on appelle aussi
durée de minutes, et puis ensuite, une reprise de connaissance très progressive, 15 minutes, après cette grosse crise, c'est 10% de malades qui sont d'épilepsie. Ça veut dire que 80% des patients qui font des crises, qui peuvent être de petites absences, qui peuvent être des états professionnels, qui peuvent être du comportement ou du langage, ce sont des épisodes qui sont complètement séparés. On ne peut pas les contrôler. La science n'est pas une chose qui n'est pas tout le temps présente. Et ça se termine tout seul. Il faut juste la personne qui a une crise faire sa le protéger. Parce que c'est la conscience, c'est le choc. Et laisser la personne individuelle, parce que quand elle revient, sa conscience revient, elle va perdre parfois dans une phase aussi, et ça, si la pénétration ne se termine pas, parce qu'ils sont été Donc, il va nous parler maintenant des enjeux de la prise en charge de l'épilepsie. Alors, les enjeux de la prise en charge de l'épilepsie, je vous parle très bien. Je vais essayer de comme je l'ai dit, l'épilepsie est une pathologie chronique qui touche le cerveau. Et donc, comme une pathologie chronique, les sclérose en plaques, les Parkinson, les accidents vasculaires, il faut une prise en charge de la maladie chronique. Ça veut dire qu'il faut poser un diagnostic, c'est une épilepsie. Il faut une annonce. Ce qui n'existe absolument pas actuellement, expliquant ce qu'est ce que va être sa nature depuis longtemps. Qu'il y a des conséquences médico-sociales, si dans un premier temps, il faut retenir bien traité. Je rappelle deux explications de loi. En France, c'est 600 000 personnes qui souffrent d'épilepsie ne font pas de crise parce qu'ils ont un médicament épileptique qui manque la vie. Je veux dire qu'on a 1 sur 3, donc 200 000 patients en France, qui font de crise. À côté de ça, il y a d'autres conséquences. Il y a des troubles psychiatriques qui fluctuent. C'est pas tout le temps, c'est pas tout. Il faut vraiment suivre l'ensemble de ces symptômes qui ne sont pas les mêmes. Pour parfois les traiter. Il y a des antidépresseurs, ainsi que des dépressions, comme anxiété. C'est un principe de prise en charge. C'est très important dans l'épilepsie. D'ailleurs, pour dire que l'épilepsie est souvent avec séparation psychiatrique dans sa prise en charge. Parce que les troubles psychiatriques sont très importants. Enfin, il y a toutes les conséquences. Prenez un médicament. Ce sont des médicaments qui peuvent être indécis pour la grossesse. Il faut qu'il y ait un suivi. Ça peut être quelqu'un qui va le formaliser. Ce n'est pas dire que quelqu'un qui ne peut pas être ça. Il faut qu'il y ait un suivi plus important. À l'école, des dispositifs qui doivent être mis en place à l'école. Dans le monde du travail, il ne faut pas, comme c'est trop souvent le cas dans les études, stigmatisation. Les malades qui sont en épilepsie trouvent qu'ils sont moins sains au travail que d'autres, à niveau également. C'est pour ça que l'enjeu principal, c'est qu'il y ait des formations qui n'existent pas actuellement pour l'épilepsie, que les spécialistes de pédiatre puissent voir les patients, parce que c'est un diagnostic qui nécessite souvent une expertise, mais qu'ensuite, le suivi par des médecins spécialisés soit organisé en lien avec le médecin généraliste, en lien avec peut-être des dispositifs qui vont se mettre en place, en particulier les infirmières de pratique avancée, qui pourraient être une innovation intéressante dans les filières de soins pour enfin laisser un patient qui souffre chronique, ce qui puisse être bien suivi. Leur vie, donc un accompagnement avec un protocole de soins.
Donc, pour résumer la leçon, je vous ai toujours dit que c'est très important de vérifier vos connaissances en répondant les objectifs que nous avons cités au début de la leçon. Donc, nous allons répondre à ces objectifs. 1. La neuroanatomie. Qu'est-ce que c'est? La neuroanatomie est l'étude anatomique descriptive du système nerveux. Les deux parties fonctionnelles du système nerveux sont le système nerveux de la vie de relation et le système nerveux végétatif ou autonome. Les deux grandes parties anatomiques du système nerveux sont le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Les différentes parties du système nerveux central. Donc, le système nerveux central, comme nous l'avons vu, représente l'ensemble des structures contenues dans la cavité crânienne et dans le canal vertébral. Donc, du coup, le système nerveux central est composé de l'encéphale. L'encéphale avec ces trois éléments, le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. Donc, la deuxième partie du système nerveux central, c'est la moelle spinale. Les différentes parties du système nerveux périphérique sont les nerfs et les ganglions. Donc, les 12 paires de nerfs crâniens sont 1. Le nerf olfactif, 2. Le nerf optique, 3. Le nerf oculomoteur, 4. Le nerf trochléaire, 5. Le nerf trijumeau, 6. Le nerf abducens, 7. Le nerf facial, 8. Le nerf vestibulo-cochléaire, 9. Le nerf glossopharyngien, 10. Le nerf vague, 11. Le nerf accessoire et 12. Le nerf hypoglosse. Donc, les 5 faisceaux du système moteur extrapyramidal sont le faisceau rébrospinal, le faisceau vestibulospinal, le faisceau réticulospinaux, le faisceau olivospinal et le faisceau tectospinal. Les deux voies sensitives sont les voies léniscales et les voies spinothalamiques. Pour conclure, le système nerveux central, son anatomie constitue un prérequis indispensable pour la compréhension de la physiologie, de la sémiologie et des pathologies pouvant affecter le système nerveux. Sa connaissance constitue également un préalable indispensable pour la compréhension des moyens et des méthodes de traitement des maladies du système nerveux central. Donc, pour plus d'informations, je vous conseille de voir les livres de Vitré ainsi que les livres de Michel Chant pour plus d'informations. Donc, merci de votre attention et à la prochaine.